Ben, On a la présentation à l'écran. Ouais, non, c'est beau, je peux la voir. C'est parce qu'on vous entend. Moi, je C'est suis parti. par le fil. oui. Ça va arriver, c'est sûr. Non, mais c'est parce que j'essaye. Mais il n'y a C'est personne parti. à distance. Hein? C'est parti. Oui, oui, mais il n'y a personne d'autre. J'enregistre là. Ce qu'on dit là, c'est tout enregistré. D'accord, en fait, il ne faut pas que je dise de niaiseries. OK, Ouais, c'est ça. ça marche. OK, alors écoutez, je connais les travaux liés à votre projet parce que j'en étais un des co-signataires au départ. J'avais été approché, mais un peu à la fin du processus. Je n'avais pas donc pu contribuer autant que j'aurais souhaité. Puis par la suite, il y a un tas de circonstances qui ont fait en sorte que je n'ai pas pu m'impliquer. Fait que là, j'ai dit à Hélène, je vais me retirer de l'équipe parce que je suis vraiment pas à l'aise d'avoir mon nom sur des choses auxquelles je ne participe pas activement. Et elle m'a dit non, je vais te garder. Fait que j'ai dit bon, OK, on va rejaser de ça. Fait qu'officiellement, je suis encore un partenaire, mais vraiment pas actif pour le moment. Ce qui fait en sorte que je me suis dit, ben au moins le webinaire, je vais aller transmettre un peu d'informations par rapport à mon champ d'expertise à moi, qui est le transfert de connaissances. En fait, mon champ d'expertise, c'est la recherche sur le transfert de connaissances. Et je dirige une équipe de recherche sur le transfert de connaissances qui porte le nom de l'équipe Renard. Je vous donne maintenant mon plan de présentation. Je vais vous parler pendant 3 minutes de l'équipe Renard. Qui est cette équipe-là? C'est quoi nos champs d'intérêt qui composent l'équipe? Ensuite, je vais faire une introduction au transfert de connaissances qui va prendre une bonne partie de la présentation. Pour arriver finalement à 6 défis, en tout cas 6 défis qu'on a documentés à l'aide des écrits scientifiques sur le sujet, parce qu'il y a un champ de recherche assez important qui s'est développé en transfert de connaissances, mais aussi par rapport à l'ensemble des projets qu'on a menés au sein de l'équipe depuis 2009, où on a appris un tas de choses, et on essaie de voir, bon, c'est quoi les principaux défis que ça pose de faire du transfert, en s'appuyant à la fois sur les écrits scientifiques et sur nos expériences. Donc, l'équipe Renard, c'est une équipe de recherche sur le transfert de connaissances. Je vous ai mis l'adresse de notre site web. On a aussi un compte Twitter et une page Facebook qui sont facilement accessibles. Notre objet de recherche, c'est le transfert de connaissances appliqué au champ des interventions sociales. C'est important de distinguer les interventions sociales des interventions biomédicales parce que les enjeux du transfert de connaissances ne sont pas les mêmes. Vous êtes très au fait de ça. Et donc, tout ce qui touche la dimension sociale des soins de santé, ça nous intéresse. Mais on est aussi dans plusieurs autres champs. On a commencé nos travaux surtout en éducation et en santé publique et en santé publique internationale aussi. C'était la base de nos intérêts de recherche à l'époque. On a 3 principaux axes de recherche qui sont les effets du transfert de connaissances, les effets directs et les effets indirects. Donc, souvent, on va faire du transfert de connaissances pour changer le niveau de connaissance des gens, d'information des gens par rapport à une thématique, mais aussi pour changer les comportements. Fait que ça, c'est des effets à un petit peu plus long terme. Donc, on veut augmenter le niveau de connaissance, on veut que les gens intègrent ces connaissances-là et que ça les amène à des changements de pratique. Mais, ultimement, ce qu'on veut, c'est que les changements de pratique aient un effet sur la population qui reçoit les services de ces intervenants-là. Donc, c'est ce qu'on appelle des effets directs et indirects. Et les processus par lesquels ces effets sont produits. Fait qu'on est très intéressé à voir qu'est-ce qui fonctionne, mais on est surtout intéressé à savoir pourquoi ça fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne là-dedans, puis quelles composantes sont déterminantes dans l'obtention des effets qu'on mesure par la suite. Et aussi, on a un axe de développement méthodologique parce que c'est quand même un domaine de recherche qui est relativement jeune et on ne dispose pas encore de tous les outils dont on aurait besoin pour évaluer parce que ça pose des défis considérables. Je pense que vous êtes pas mal au fait de ça aussi. Comment on évalue les effets, par exemple, d'une plateforme de collaboration comme vous avez mis en place, qui ont rejoint avec ça, qu'est-ce qu'ils acquièrent comme connaissances, qu'est-ce qu'ils font de ces connaissances-là, qui on va aller rejoindre pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ça, puis qu'est-ce qui a influencé finalement d'éventuels changements de comportement. C'est loin d'être évident de circonscrire tout ça.
Composition de l'équipe prenante, je vais aller vite là-dessus, là, mais on a des provenants, des gens de 6 universités québécoises dans des départements d'éducation politique, de psychologie, de santé publique, de psychoéducation, de sciences infirmières, d'administration publique, de gestion. Bref, à peu près tous les domaines qui peuvent être intéressés à étudier les phénomènes qui sont en jeu dans le transfert de connaissances sont membres de notre équipe. Et on a, en fait, c'est qu'on a 3 catégories de membres de notre équipe. On est 48 membres actuellement, en incluant une quinzaine d'étudiants à la maîtrise et au doctorat. Mais on a 2 autres catégories de collaborateurs au sein de l'équipe qui sont soit des établissements de services qui ont une préoccupation de mise à jour des pratiques en s'appuyant sur des résultats de recherche, donc d'intégrer les résultats de recherche aux pratiques existantes, et d'autres établissements de services, une 3e catégorie de membres, qui, eux, ont une mission ou une partie de leur mission porte sur le transfert de connaissances. Donc, les organismes qu'on a là-dedans, c'est par exemple l'association, l'Agence Santé et Services sociaux de la Montérégie, mais l'agence n'existe plus, mais les gens qui étaient partenaires avec nous sont toujours là. Le Centre de santé et services sociaux de l'Estrie, qui était un membre très, très actif, qu'il est encore, la Fondation du Dr Julien, le Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire, bref, tout un tas d'organismes dont la mission ou une partie de la mission porte sur le transfert de connaissances. Quelques exemples de projets, puis ensuite je passe à autre chose. On a réalisé récemment une scoping study qui est une forme de revue systématique, mais qui a des cibles un peu différentes, sur les effets du transfert de connaissances dans les pays en développement, qui a été publié récemment. Développement d'un modèle d'utilisation de la recherche en éducation. J'ai une étudiante au doctorat qui fait sa thèse pour développer ce modèle-là, et j'ai un autre étudiant qui a fait une thèse sur un projet similaire, mais lui, plutôt que de se baser sur le discours de gens qui font du transfert, il s'est basé sur des informations provenant de plus de 2000 enseignants dans des écoles secondaires en milieu défavorisé, et il a fait un modèle statistique. Donc, c'est des modèles différents, mais très complémentaires l'un avec l'autre. Évaluation de différentes activités de courtage de connaissances. On a mené des activités, on a soutenu des activités de courtage de connaissances. Je ne sais pas si le terme vous avez déjà entendu, mais en fait, un courtier de connaissances, c'est un intermédiaire entre le monde de la recherche puis le monde de la pratique puis de la prise de décision. Donc, c'est quelqu'un qui fait le lien entre ces 2 univers-là qui ont des différences culturelles assez importantes parfois. Ensuite, développement d'un référentiel de compétences en transfert de connaissances destiné à des écoles. On a travaillé là-dessus. On termine l'implantation de ce référentiel-là. On a mis 1 an pour le développer, 1 an pour le mettre en pratique. Puis les résultats préliminaires qu'on a sont assez intéressants. Bref, c'est des exemples de projets. Il y en a une multitude d'autres. On mène une vingtaine de projets actuellement au sein de l'équipe. OK, l'introduction au transfert de connaissances. Hélène m'avait dit que votre intérêt était vraiment de voir c'est quoi les défis que ça pose de faire du transfert de connaissances sur le terrain. J'ai dit oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut placer avant d'arriver à comment on fait ça du transfert, un certain nombre de choses qu'il faut garder en tête quand on s'engage dans des activités de transfert. Fait que je vous fais un petit peu de théorie, pas trop, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on sait de ce qui fonctionne, puis comment on peut s'y prendre. Fait que, une petite série assez courte de définitions. D'abord, quand on parle de connaissances, on parle de quoi? On parle de connaissances tacites ou de connaissances explicites. Les connaissances tacites, c'est celles qui sont issues de la pratique, de l'expérience, de la sagesse des intervenants, des décideurs. Puis les connaissances dites explicites sont celles qui sont issues de la recherche, qui sont donc des données qui ont été collectées de façon systématique et analysées. Donc, on parle de 2 types de connaissances différentes qui doivent se rencontrer quelque part, parce que c'est pas vrai qu'avec des données de recherche, on va remplacer l'expérience, on va remplacer les années d'expérience des gens, tout ce qu'ils ont appris, c'est pas vrai que ça se remplace comme ça. Quand on parle des connaissances produites, il ne faut pas parler de connaissances détruites par les connaissances produites. Les types de connaissances, ça vient d'un document de l'Institut national de santé publique qui a été produit par 3 collègues qui sont membres de l'équipe. Donc, des connaissances issues de la recherche que vous voyez à gauche complètement. Les connaissances issues des données analysées parce que on peut pas parler vraiment de connaissances issues de la recherche quand on utilise des données populationnelles, par exemple, pour déterminer où on va mettre des énergies ou des budgets supplémentaires. Donc, des données analysées, ça peut être des données populationnelles, ça peut être des données, par exemple, sur le rendement des élèves dans des écoles, ce type de données-là. Et des connaissances issues des
savoir tacite. Donc, vous voyez ici, sur le plan, vous aurez peut-être l'occasion de le revoir un petit peu plus en détail. Je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Mais les connaissances sur la recherche, c'est des résultats d'évaluation, des résultats de recherche. Bonjour. OK. Deuxième définition, transfert de connaissances. Pourquoi je parle de transfert de connaissances plutôt que de parler d'application des connaissances ou d'échange de connaissances ou de mobilisation des connaissances ou de knowledge translation comme ils utilisent aux instituts de recherche en santé du Canada? Parce qu'il y a une multitude d'appellations qui sont utilisées pour parler essentiellement de la même chose, qui est comment on passe des résultats de recherche à une action ou une réflexion ou à un changement d'attitude de l'autre côté. Comment les gens peuvent transférer, puis transfert, ça peut se faire dans les deux sens, hein, c'est pas nécessairement du haut vers le bas, mais ça peut se faire sur un niveau de reconnaissance de la valeur des connaissances de l'un et de l'autre, mais et donc, pour toutes ces raisons-là, moi, j'ai choisi de continuer à utiliser le terme transfert de connaissances parce que, dans bien des cas, l'utilisation d'un terme ou d'un autre ne repose que sur la seule source de financement. Donc, quand on va faire une demande de financement au CRSH, on parle de mobilisation des connaissances. Quand on va aux instituts de recherche en santé du Canada, puis qu'on dépose en français, on parle d'application des connaissances. Si on dépose en anglais, on parle de knowledge translation. C'est pas le même terme, ça veut pas dire exactement la même chose. Puis les définitions ont toutes une particularité, mais ils ont tous une chose en commun, c'est qu'on parle d'un transfert d'une connaissance, qu'elle soit tacite ou explicite, vers un utilisateur de cette connaissance-là. Donc la définition que je préfère, qui n'existe plus, en fait, cette définition-là, c'est le FQRSC qui a changé de nom depuis, mais le FQRSC qui avait adopté cette définition-là après 1 an et demi de consultation avec différents groupes de chercheurs, d'intervenants, de gestionnaires. Et finalement, quand le nouveau scientifique en chef est arrivé, il a changé ça. Mais bref, c'est celle qui me convient le plus encore aujourd'hui. C'est l'ensemble des efforts consentis pour contribuer à faire connaître et reconnaître les activités et les résultats de recherche en vue de leur utilisation par les milieux de pratique, les décideurs et le grand public, que la démarche soit interactive ou non. Donc, c'est nécessairement pas du top-down, ça peut l'être, puis dans certains cas, c'est approprié, je vais revenir là-dessus. Transfert de connaissances, définition encore, c'est que les processus interactifs qui regroupent l'ensemble des efforts qui mènent à l'utilisation maximale des connaissances issues de la recherche peuvent se faire à deux niveaux. On peut parler d'un transfert de proximité ou d'un transfert étendu. Puis là, c'est plus les mêmes conditions liées à l'utilisation qu'on va retrouver dépendamment du type de transfert qu'on veut faire. Le transfert de proximité vise à transférer les connaissances auprès des groupes ciblés par la recherche. Quand on parle de recherche-action participative, d'évaluation collaborative, tout ce type de recherche-là qui est menée dans un milieu particulier avec une visée d'utilisation locale des résultats, on parle de transfert de proximité. Mais quand on parle d'utiliser les résultats des méta-analyses qui sont faites, qui sont publiées sur le site de Cochrane Collaboration, on ne parle plus d'un transfert de proximité, mais on parle de données extrêmement précieuses. Mais les mécanismes ne sont pas les mêmes. Quand on parle des conditions d'utilisation de la recherche, puis que le fait que les gens aient participé au processus de recherche comme tel, ben, il n'y a pas grand monde qui ont participé aux études qui sont publiées sur Cochrane. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des connaissances utiles. Ce que ça veut dire, c'est que les conditions d'utilisation de ces données-là ne sont pas les mêmes, fait que les stratégies qu'on va mettre en place pour qu'elles soient utilisées devront être différentes. Donc, le transfert étendu vise à transférer les connaissances auprès d'autres groupes susceptibles de les utiliser. Les principaux acteurs impliqués, il y a les scientifiques qui produisent ou qui coproduisent les connaissances avec des gestionnaires, des décideurs et des intervenants. Puis il y a ces deux autres groupes-là, les gestionnaires et décideurs. Puis les gestionnaires, ça peut être des gestionnaires d'établissement, mais ça peut être des gestionnaires au niveau régional ou au niveau national. Donc les décideurs au niveau des politiques et les intervenants. Il y a d'autres intervenants qui peuvent, d'autres intermédiaires qui peuvent se situer entre ces trois sous-groupes-là. Bon, j'ai parlé tantôt des courtiers de connaissances. Ça peut être des agents de transfert, ça peut être des
conseillers en transfert de connaissances. Dans beaucoup d'organisations de services aujourd'hui, il y a des conseillers en transfert. Ils agissent comme courtiers de connaissances. Le terme a été popularisé par la Fondation canadienne de recherche sur les services de santé qui s'est interrogée là-dessus pendant des années, qui a fait toutes sortes de consultations pan-canadiennes, puis ils ont utilisé ce terme-là. Il y en a d'autres qui veulent dire à peu près la même chose aussi. Mais le terme de courtier de connaissances est maintenant utilisé ailleurs qu'au Canada. Encore dans les aspects plus théoriques, les trois principaux types d'utilisation, parce qu'il y a différents types de connaissances, il y a différents types de transferts, mais il y a différents types d'utilisation des connaissances aussi. L'utilisation conceptuelle, c'est celle qui mène à une nouvelle compréhension d'une situation, d'un fait. Avant de changer les comportements des gens, souvent, il faut leur expliquer pourquoi. On parle d'utilisation conceptuelle. L'utilisation instrumentale, c'est celle qui mène soit à un changement de pratique, soit à une prise de décision. Donc, un changement concret, un changement de comportement. On a pris une décision, on a décidé qu'on faisait ça comme ça. On parle d'utilisation instrumentale et c'est le type d'utilisation qui est le plus souvent mesuré. Et troisième, pour toutes sortes de raisons, je vais peut-être revenir là-dessus plus tard si j'ai le temps. Et l'utilisation persuasive, qui porte d'autres noms aussi, on parle d'utilisation stratégique ou d'utilisation symbolique, où les connaissances issues de la recherche sont utilisées comme argument pour soutenir une loi, une décision, ou une incitation à changer une pratique, par exemple. On a vu, on a fait, quand on a travaillé avec notre courtier de connaissances en Afrique de l'Ouest, ce garçon-là faisait des ateliers délibératifs avec des décideurs et des intervenants de santé pour aller présenter des résultats de recherche. Et les gens qui avaient participé à ces ateliers-là, parfois, ils retournaient dans leur centre de santé, puis ils disaient aux gens, ben là, il y a une étude qui a montré que quand on fait ça comme ça, c'est pas bon. Fait qu'il avait imprimé des morceaux de la présentation qui avait été faite, puis il avait collé ça sur les murs de son CSPS, et donc il avait influencé ses collègues. Il avait fait une utilisation persuasive des connaissances. On arrive au défi du transfert. C'est pas d'hier qu'on a un problème avec la diffusion de la recherche. Peut-être que vous avez déjà vu cette information-là, mais en 1593, Lancaster s'est aperçu que quand il y avait du jus de citron dans le régime alimentaire de ses équipages, il n'y avait pas de scorbut. Puis vous savez sans doute que le scorbut a carrément anéanti des équipages complets, ou presque, ça a été vraiment une catastrophe. Puis quand il y avait du jus de citron, il n'y en avait pas de scorbut. Mais entre le moment où Lancaster a fait cette découverte-là, Lancaster était un Anglais, entre le moment où il a fait cette découverte-là et le moment où la marine marchande britannique a intégré dans le régime alimentaire de ses équipages le jus de citron, il s'est écoulé 253 ans. C'est un fait authentique documenté. Parce qu'il n'y avait personne pour faire le lien entre cette découverte-là et les gens qui auraient pu l'utiliser. Lancaster, lui, était capitaine de bateau. C'était pas à lui à se mettre à écrire aux compagnies, puis, mais dans ses équipages à lui, il y en avait du jus de citron, il s'organisait pour qu'il y en ait. Après ça, il y a eu toutes sortes d'efforts qui ont été faits, surtout au début du siècle dernier, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la psychologie aussi, puis de l'éducation. Des efforts qui ont commencé à apparaître pour faire le lien justement entre la recherche dite utile et les utilisations qui peuvent en être faites. Mais même aujourd'hui, après des efforts considérables, depuis 25 ans à peu près, il y a une effervescence très importante d'activités de transfert, d'organismes qui sont créés pour faire du transfert et de gens qui s'intéressent à cette question-là, d'organismes subventionnaires qui financent des projets pour mettre en place des activités puis les évaluer. Bref, avec tous ces efforts-là, il reste quand même un écart important entre les données produites et leur utilisation concrète. Alors, quels sont les principaux défis à relever pour réussir un transfert de connaissances et favoriser l'utilisation de ces connaissances-là, l'intégration de ces connaissances-là dans les pratiques de gestion et les pratiques cliniques? Donc, les défis, c'est de faire le lien entre les deux mondes.
6 catégories de défis que je vous présente aujourd'hui. Le premier, sur le plan des individus. Les normes de qualité scientifique semblent exagérées à ceux qui ont besoin de réponses claires et rapides. Un gestionnaire qui a son plan d'action à prévoir pour les 3 prochaines années, qui veut savoir s'il va mettre l'argent là ou l'argent là, il n'aura pas le temps d'attendre 18 mois que vous produisiez vos résultats. Il va vouloir des résultats maintenant. Il n'aura pas le temps que vous produisiez une revue systématique, parce que ça prend 18 à 24 mois faire une revue systématique. Il n'aura pas le temps d'attendre ça. Il va falloir trouver d'autres moyens de lui amener l'information dont il a besoin au moment où il en a besoin. Puis, les gens en gestion, ils trouvent ça exagéré, le temps que ça prend pour produire des résultats. Tu me dis, ça prend de la rigueur. Oui, mais là, on va voir dans la littérature, puis dis-moi, je vais le faire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que le principal critère de qualité pour un chercheur, c'est la rigueur qui a été déployée pour produire le résultat. Le principal critère de qualité pour un gestionnaire, pour un utilisateur, c'est l'applicabilité de ce résultat-là. Souvent, avoir des beaux résultats avec des tableaux statistiques qui montrent le lien entre ceci et cela. Si on ne me dit pas qu'est-ce que ça pourrait changer dans nos organisations, je ne m'en servirai pas. Il faut tenir compte des besoins et des caractéristiques des utilisateurs. Caractéristiques, j'ai parlé de leur attitude face à la recherche, mais c'est ça, leur opinion face aux connaissances issues de la recherche est un facteur déterminant. Si les gens pensent que c'est du pelletage de nuages, puis vous avez déjà entendu ça comme moi, il y a peu de chances qu'ils utilisent les résultats que vous allez tenter de transmettre. L'expertise individuelle pour utiliser les informations issues de la recherche, c'est aussi une caractéristique importante. On peut être dans une organisation puis avoir besoin de nouvelles informations, mais si on n'a pas une formation de base en recherche, comment on va choisir parmi les dizaines de centaines de milliers d'études qui peuvent porter sur un sujet ou d'informations qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui? Comment on va choisir ce qui vaut quelque chose puis ce qui vaut moins? Je vais revenir là-dessus, ça va être le sixième défi qui se pose en transfert. L'utilité perçue. Quand on est aux prises avec des problèmes cruciaux, on a beau vouloir transmettre de l'information sur quelque chose qu'on juge moins prioritaire, on risque de ne pas trouver preneur. L'exemple que j'utilise souvent, c'est en éducation. Si on est dans une école secondaire en milieu défavorisé où on a, sur les 30 élèves qu'il y a dans la classe, il y en a 8 avec des troubles de comportement, puis 9 avec des troubles d'apprentissage, puis avec ci, puis avec ça, puis qu'on a le plus beau programme de nutrition qu'on ne puisse pas imaginer, puis qu'on essaye d'implanter ça dans la classe, ça risque de pas bien fonctionner. Donc, tenir compte des besoins, puis de l'utilité perçue pour les utilisateurs au moment où on veut transférer, c'est crucial. Évidemment, chez les individus, l'acceptation de la critique puis la capacité de se remettre en question est aussi un facteur déterminant. Puis, bien sûr, les déterminants individuels sont importants, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer l'utilisation. Ça prend d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ici, très rapidement, c'est un truc qu'on a fait il y a quelques années auprès de groupes communautaires de 3 régions du Québec. Puis on leur demandait si on vous transmettait des informations produites par des chercheurs, sur quel thème vous souhaiteriez qu'on vous transmette de l'information. Fait que là, dans les organismes communautaires, les aidants naturels, le bénévolat, des informations, des rapports d'évaluation sur le fonctionnement de l'organisme, d'autres études qui pourraient être produites, des trucs sur la santé mentale, puis tout ça. Mais là, on a comparé Montréal avec Gaspésie et de la Madeleine, puis on a regardé l'importance relative de chacun de ces thèmes-là pour les gens. Puis les gens de Montréal, vous voyez, toutes les lignes commencent vers le bas. La moyenne est très élevée, ça c'est le score d'importance relative, le 4.33 en haut. Puis on voit que tout est assez bas, sauf aidants naturels. Parce qu'à Montréal, ils ont tout le temps un universitaire d'impact. Fait que des études, il y en a plein, sur toutes sortes de sujets, mais il n'y en a pas sur les aidants naturels. Donc, eux, ils mettaient ça de façon très, très, très prioritaire, puis tout le reste n'était pas important. Alors que de l'autre côté, il y avait 1 million de choses qui étaient importantes. Parce que Gaspésie-les-Îles, d'abord, les intervenants, ils ont une formation moins poussée. Il y a moins de gens qui ont des diplômes universitaires. Il y a moins de gens qui ont des maîtrises, il y a encore moins de gens qui ont des doctorats, parce que les universités sont loin.
Un autre exemple de besoins différents d'une catégorie d'utilisateurs à une autre, ça, c'est la réponse à une question qui a été posée à 3200 personnes. Il y avait des directions d'école, il y avait des professionnels dans les écoles, puis il y avait des enseignants. Puis on leur demandait quelles sources vous avez utilisées, quelles informations vous avez utilisées provenant de la recherche au cours de la dernière année. Et là, ce qui est important de retenir, c'est la troisième paire de cônes, de bâtons, je veux dire, où on voit que les directions d'école, il y en a 91% qui ont dit avoir utilisé au moins une fois les résultats d'une évaluation. Puis il y avait moins de la moitié des enseignants qui avaient consulté ces résultats-là. L'intérêt n'était peut-être pas le même. Les efforts de transfert n'ont peut-être pas été dirigés vers les mêmes personnes non plus. Mais ça fait en sorte que les sources d'influence vont vraiment différer en fonction de la personne à qui on s'adresse. Une autre chose à mentionner ici d'assez important, c'est que la source la plus consultée, autant par les enseignants que les directions d'école, c'est les sites web et l'Internet. Sauf que je parlais tantôt de la difficulté de juger la qualité des informations. On trouve de tout sur Internet. Hein. Comment on juge la qualité de ça? Je vais y revenir. Défi sur le plan des organisations. Bon, on commence 15 minutes en retard. Sur le plan des organisations, juste une diapo, mais elle est extrêmement importante. D'abord, dans une organisation, il faut que les connaissances issues de la recherche soient valorisées. Il faut que dans la culture de l'organisation, ce soit clair que la recherche est une source d'information valable. Je ne dis pas la seule source d'information, je ne dis pas la principale, je ne dis pas que ça doit passer avant les autres, mais il faut que ce soit reconnu comme une source d'information valable. Ça prend un leadership de la direction, ça tout le monde le dit pour à peu près toutes les innovations qu'on peut imaginer. Le leadership de la direction est à peu près indispensable. Il faut qu'il y ait un consensus aussi concernant la nature des besoins en matière de connaissances. Parce que là, on peut bien dire, on va vous nourrir en matière de recherche, sur quoi vous voulez qu'on vous nourrisse. Puis là, on est dans une école secondaire de 3000 personnes, il y a 120 enseignants. Qui va vouloir quoi comme information? C'est pas évident. Une vision commune et partager des résultats atteints, ça aussi c'est important. Un climat de travail coopératif. Et le dernier, je l'ai mis en rouge, des ressources dédiées. Les ressources, c'est pas seulement de l'argent. Les ressources, c'est du temps. Puis le temps, c'est une ressource qu'on trouve pas plus que l'argent de ce temps-là. Mais il y a un autre type de ressource qui est fondamentale, c'est l'expertise. Donc, l'expertise pour repérer l'information pertinente, pour juger de sa qualité, pour la retransmettre d'une façon appropriée au public ciblé pour l'utilisation. Troisième défi, sur le plan des connaissances à transférer. Les connaissances doivent être accessibles. Je parlais de Lancaster tantôt, qui avait fait une découverte, mais il faut que cette information-là puisse être accessible à d'autres gens qui pourraient l'utiliser. Il faut qu'il y ait une adéquation entre les valeurs, avec les valeurs et les besoins des utilisateurs. J'ai parlé aussi de ça brièvement tantôt. Il y a eu toutes sortes de tentatives d'intervention pour favoriser l'utilisation du condom dans des pays d'Afrique de l'Ouest où il y avait des taux alarmants de VIH-Sida. Ça marchait pas nécessairement tout le temps, puis pas toujours pour les mêmes raisons quand on changeait d'un pays à l'autre ou d'un village à l'autre. Il y avait toutes sortes de croyances et de valeurs qui étaient pas toujours conformes à ça. L'applicabilité des résultats, c'est fondamental aussi. Un rapport d'évaluation qui se termine pas avec des pistes claires pour la réflexion ou pour l'action risque peu d'être utilisé par la suite. C'est peut-être parfois à la suite d'ateliers, de réflexion, de délibération avec les utilisateurs et les chercheurs qu'on arrive à trouver justement c'est quoi ces pistes d'action-là. Un délai de production approprié, c'est aussi un enjeu important. Il faut trouver un équilibre entre la rigueur extrême et une information qui demeure valable même si elle ne repose pas sur une revue systématique, par exemple. Aujourd'hui, il existe toutes sortes d'autres revues, toutes sortes d'autres façons de faire des recensions des écrits, des quick reviews. Il y a toutes sortes de méthodes qui ont été élaborées. Il y a des gens qui ont développé des habiletés aussi pour aller chercher l'information la plus pertinente. Donc,
par exemple, notre collaborateur de l'équipe qui est à l'Agence de santé et services sociaux de la Montérégie qui n'existe plus, il dirige une équipe de 4 courtiers de connaissances à temps complet, puis il dit, bon, quand vous faites une recension, ben, si vous avez trouvé 2-3 méta-analyses qui portent sur votre sujet, là, vous avez une mine d'or. Fait que, compensez ça avec d'autres pour voir s'il n'y a pas des résultats contradictoires, et puis vous allez avoir les données qu'il vous faut pour aller voir vos gestionnaires après. Il est impossible de prévoir comment les connaissances vont évoluer, puis ça, c'est un enjeu aussi important. À partir de quand les résultats sont suffisamment valides pour qu'on les transfère de façon éthique. Ça, c'est une espèce de boutade, là. On ne sait même pas si c'est authentique, mais ça a couru beaucoup. C'est Charles Duell, qui était le dirigeant de l'Office des brevets aux États-Unis en 1899, qui avait proposé la dissolution de son organisme parce qu'il disait, ben là, on a tellement inventé de choses, on ne peut plus rien inventer, on n'a plus besoin de cet office-là. Une chance qu'il n'ait pas vu le boom technologique, lui, dans les dernières années. Quatrième défi sur le plan des efforts de transfert de connaissances. Quand je parle d'efforts de transfert de connaissances, je parle de tous les efforts dont on parlait quand on parle de transfert. Donc n'importe quelle stratégie de transfert est considérée comme un effort. Une diffusion d'informations est considérée comme un effort de transfert de connaissances, qui a plus ou moins de chances de succès, mais c'est un effort. Donc, les chercheurs et les utilisateurs appartiennent à des mondes différents. J'en ai parlé tantôt avec l'exemple du principal critère de qualité. Mais il y a d'autres exemples, c'est qu'on n'utilise pas nécessairement le même vocabulaire. Les intervenants ont leur jargon, bourré d'acronymes de toutes sortes. Les chercheurs ont leur jargon scientifique que les gens qui n'ont pas de formation de base en recherche ne comprennent pas. Et ce que les chercheurs ne comprennent pas, bien souvent, c'est que les gens ne comprennent pas. Ils disent, ben non, mais dans mes présentations, moi, je fais des efforts pour leur expliquer là, que dans ma matrice de corrélation, là, sur 42 variables de chaque côté, quand il y a une petite étoile, bon, fait qu'ils font ces efforts pédagogiques-là, mais ça n'intéresse pas les gens qui sont devant eux, nécessairement. Parce que s'ils sont là en train d'écouter cette personne-là, c'est parce qu'elle a suffisamment de crédibilité pour être devant eux. Donc, c'est sûr qu'il faut être capable de faire la démonstration de la rigueur des résultats qu'on présente, mais on n'est pas obligé d'expliquer comment on en est venu à ça. Fait que les présentations des chercheurs qui durent 20 minutes, où il y a 5 minutes sur le contexte théorique, puis 10 minutes sur la méthodologie qui est employée, puis qui arrive dans les 5 dernières minutes pour parler des résultats, les gens dorment déjà. Orienter les efforts vers la pratique. Donc, les efforts de transfert doivent être orientés vers les gens qui vont les utiliser. Il faut donc adapter en fonction des gens qu'on veut rejoindre. Un gestionnaire n'est pas intéressé par les mêmes informations qu'une infirmière. Un gestionnaire d'hôpital, ce n'est pas les mêmes informations qui l'intéressent. Lui, il veut savoir quelle va être la meilleure intervention au meilleur coût. Puis, meilleure intervention, ce n'est pas la meilleure de toutes, c'est celle qui va mener à un résultat satisfaisant en fonction de tout un tas de paramètres. L'intervenant va vouloir savoir comment je dois faire les choses. Comment ça, on peut mettre ça en pratique? Fait qu'elle va être axée sur la façon de mettre en pratique des informations. Le gestionnaire, c'est pas ça qui le préoccupe. La population en général va être intéressée à savoir qu'est-ce qu'elle peut obtenir comme meilleur service pour obtenir le meilleur résultat possible. Donc, dépendamment à qui on s'adresse, on ne transmet pas les mêmes informations. Fait que quand on fait des ateliers délibératifs ou des ateliers de présentation de résultats, puis qu'on a dans la même salle des infirmières, des gestionnaires, des gens de la population, des chercheurs, on a du mal à répondre aux intérêts de tout le monde, puis à garder l'intérêt, à garder les gens réveillés pendant qu'on est en train de leur parler de choses qui ne les intéressent pas. Fait que la présentation à des auditoires homogènes, c'est aussi une bonne façon de se préparer pour donner vraiment les informations qui les intéressent. Quand on présente un rapport de recherche, c'est la même chose. Il pourrait y avoir, puis il devrait y avoir des versions différentes selon les gens à qui on s'adresse.
Des contacts personnels soutenus, c'est crucial. Contact personnel, pas nécessairement face à face, ça peut se faire à travers un webinaire ou une plateforme de collaboration, mais ça prend des contacts personnels soutenus. Donc, on ne parle pas dans le vide, on n'envoie pas les choses par la poste, par courriel, il faut qu'il y ait des interactions entre les gens. Puis évidemment, transformation des connaissances issues de la recherche avant leur diffusion. On ne diffuse pas des articles scientifiques à des gens qui n'ont pas de formation de base en recherche. Il faut synthétiser cette information-là, il faut la transformer dans un vocabulaire qui fait du sens pour les gens à qui on s'adresse. Donc, je continue. L'accès aux connaissances issues de la recherche n'est pas une condition suffisante. Il faut donc que ce soit transformé. Puis il faut choisir une stratégie de transfert qui soit appropriée au contexte. Il existe plusieurs modèles de transfert de connaissances. Il y a des gens qui en ont recensé une cinquantaine. Les principaux, ceux dont on parle le plus souvent, c'est ceux que je vais présenter tout de suite après. Quoiqu'on a encore relativement peu d'études empiriques sur les effets de ces différents modèles de transfert de connaissances-là sur l'utilisation. En effet, en bout de ligne. Ce tableau-là est tiré aussi du document de l'INSPQ dont j'ai parlé tantôt. C'est un document qui est disponible sur le site web de l'INSPQ. Si vous avez du mal à le repérer, vous me le dites, je vous l'envoie par courriel. C'est du domaine public. Donc, on a ici plusieurs étapes qui sont décrites. Et c'est un modèle extrêmement intéressant. Que je trouve qui tient compte d'un tas de facteurs que plusieurs autres modèles ne prennent pas en compte. D'abord, on commence avec la production des connaissances en haut à gauche. Production ou coproduction des connaissances. On va ensuite vers une adaptation des résultats de ces connaissances-là. Pour aller ensuite vers un effort de diffusion qui va tenter d'être reçu, donc de rejoindre des gens qu'on va convaincre d'adopter, qui vont en venir à adopter cette initiative-là, cette innovation-là. Une fois qu'ils ont décidé de l'adopter, il va falloir qu'ils se l'approprient parce que décider de faire les choses autrement, ça implique aussi de bien comprendre ce que ça veut dire pour ensuite utiliser. Fait, à partir du moment où une connaissance est produite, comme Lancaster avec son jus de citron, puis le moment où les gens se mettent à l'utiliser, il y a toute une série d'étapes. Il y a deux étapes cruciales. La première, c'est l'adaptation, donc il faut rendre les connaissances compréhensibles. Il faut adapter le format et le langage au public cible, donc aux caractéristiques du public cible, puis à ses préoccupations, j'en ai parlé plus tôt. Puis identifier des pistes pour l'action. Ça, c'est vraiment une condition qui a été abondamment mesurée par les études qui ont été faites sur le sujet. Particulièrement en évaluation de programme, où c'est clairement mentionné qu'un rapport où il n'y a pas de recommandation a peu de chances d'être utilisé ensuite. La deuxième étape importante, la diffusion, processus par lequel le produit de transfert est communiqué. Donc, on vise à rendre les connaissances accessibles, à se rendre jusqu'aux utilisateurs potentiels. Puis là, on a des choix à faire de diffusion très, très large ou plus ciblée, plus personnalisée. Puis, on a à choisir aussi entre des stratégies de diffusion qui soient linéaires, donc d'un endroit vers un autre, ou interactives. Je parlais des 50 modèles de transfert de connaissances. Je viens de vous en présenter un très rapidement. Il y a un document assez substantiel qui a été produit là-dessus. On peut les regrouper en trois grandes catégories de modèles, c'est les plus courantes. D'abord, le modèle push, donc des connaissances vers les utilisateurs. Le modèle pull, les gens qui se posent des questions, qui interpellent les chercheurs pour répondre à leurs questionnements, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Il est aussi appelé le modèle résolution de problèmes. Et le modèle Exchange, qui est un modèle courant des équipes de recherche en partenariat, par exemple, où il y a une série d'études qui sont mises en place pour répondre à des questions que les gens se posent, mais où ils participent aussi à la réalisation de ces études-là. Les équipes de recherche en partenariat du FRQS ou du FRQSC sont des exemples de ces modèles-là. Je vous en dis pas plus là-dessus parce qu'il est trop tard. Sur l'efficacité des modèles, ce qu'on sait, parce qu'on est loin de tout savoir encore, c'est que les approches passives sont inefficaces pour changer les comportements. Donc, la simple diffusion de matériel didactique, envoyer un PowerPoint, même une note de recherche, ils appellent en anglais les two-pagers, les policy briefs de 2 pages, ou qui peuvent aller
4 pages parfois. Si on fait juste envoyer ça aux gens, il y a relativement peu de chances que ça change quelque chose. On sait que dépendamment des modèles, ça peut avoir un effet sur les attitudes des gens. Donc, ils peuvent se braquer, comme ils peuvent dire « Ah ben oui, tiens, ça peut servir à quelque chose », dépendamment de la façon dont on procède. Les stratégies qui combinent plusieurs outils, activités, afin de rejoindre de la façon la plus appropriée les différents publics cibles, sont clairement les plus efficaces. Donc, un seul outil, un seul effort, ça tombe sous le sens. Mais là, quelle stratégie est la plus efficace, dans quel contexte, pour quel type d'utilisateur, puis quel type d'utilisation, ben là, on est loin de tout savoir encore. Donc, les stratégies les plus efficaces, c'est celles qui combinent plusieurs outils. Celles qui sont démontrées les plus efficaces tiennent compte des caractéristiques des groupes cibles et de leurs besoins. Sont basées sur une relation de confiance avec les utilisateurs, dont la personne qui a le mandat de transmettre l'information, que ce soit un chercheur ou un intermédiaire entre les chercheurs et les utilisateurs, doit avoir établi une relation de confiance, doit avoir une crédibilité aux yeux de l'utilisateur. La présence de mécanismes d'échange formels et informels. Donc, on parlait tantôt des contacts continus qui étaient importants. Doivent adopter un langage commun, donc développer un langage commun. Les activités doivent être menées au moment opportun. Je parle-tu de la loi 10? Non, mais c'est parce qu'on peut bien le mettre en place, un méga plan de transfert actuellement. S'il faut impliquer les décideurs, c'est comme on ne sait pas à qui on va parler tantôt. Adaptation du format des connaissances, ça c'est absolument fondamental. Accompagnement et suivi régulier, donc des mesures systématiques des progrès. Il faut documenter ce que ça fait. Il faut le documenter de toutes sortes de manières. Des façons les plus simples aux façons les plus complexes. Il faut faire un suivi là-dessus. Comme quoi, par exemple, les façons les plus simples? Des sondages auprès des utilisateurs. Allez voir, est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que ça répondait à un besoin que vous aviez? Est-ce que ça va être utile pour votre pratique? Est-ce que vous l'avez mis en pratique? Un petit sondage comme ça, déjà, ça nous donne une information. D'aller voir, si vous avez une plateforme, d'aller voir qui utilise la plateforme. Vous avez certainement les moyens de documenter ça. Qui y va, combien de temps, puis combien de temps ils passent dessus, puis combien de fois sont retournés. Vous avez probablement toutes ces, on appelle ça des altmetrics. OK, 5e défi, les chercheurs ne font pas les efforts nécessaires. Il y a déjà 1h moins 3. Les chercheurs ne font pas les efforts nécessaires. Vous l'avez toutes, vous la connaissez toutes, celle-là. Là, moi, on me paye pour chercher, alors je cherche. Remarquez, si on me payait pour trouver, alors forcément, je trouverais. Mais c'est parce que c'est tellement pas vrai, c'est tellement une grossière caricature, parce que de la recherche sur à peu près n'importe quelle question que vous vous posez, aujourd'hui, vous allez en trouver. On n'est plus en 1990 où les nouvelles parutions scientifiques nous arrivaient dans une espèce de TV hebdo qu'on appelait des current contents. Vous êtes trop jeune, vous avez pas vu ça. Mais ça nous parvenait comme ça, puis là, ça faisait le tour du labo où on travaillait, puis on encerclait les articles qui nous intéressaient, puis le documentaliste, où il allait les chercher, où il les commandait par la poste, puis il arrivait version papier un mois après. Okay? Fait qu'on a travaillé comme ça. Aujourd'hui, vous cherchez gestion de classe si vous êtes en éducation, ou traitement de la dépression. Vous mettez ça en guillemets en français, puis ça vous sort 800 000 pages où on parle de ça. Il y a de l'information sur à peu près tout. Le problème, c'est de la démêler, cette information. Puis les chercheurs, est-ce que c'est à eux de faire ça? Là, il faut regarder mon image, je l'aime. Est-ce que c'est vraiment à eux de le faire? Ceux qui le font, ils le font parce qu'ils ont une conviction, qu'ils veulent que, en fait, ils souhaitent que la recherche qu'ils font serve à quelque chose. On a mené une enquête auprès de 216 de mes collègues à l'Université de Montréal il y a quelques années de ça. On a refait une autre enquête après, mais ça ne portait pas sur la même chose. Puis ce qu'on voulait savoir, c'était quoi leurs besoins. Tu sais, le bureau de la recherche disait il faut qu'on fasse plus de transferts, mais on ne sait pas comment soutenir les chercheurs, c'est quoi leurs besoins.
soutien pour faire du transfert de connaissances. Les 216 personnes qui nous ont répondu, c'était des gens qui étaient vendus à l'idée de transfert de connaissances. Fait que ceux qui trouvent que c'est pas eux autres de faire ça, ils n'ont pas répondu. Fait qu'on n'a pas cet échantillon-là. Mais d'abord, de reconnaître la valeur du transfert de connaissances. Il faut valoriser le transfert de connaissances. Puis, il faut inclure ces activités-là dans les critères de promotion des chercheurs. Parce que s'ils font du transfert de connaissances puis qu'ils ont un peu moins de publications, ils sont pénalisés actuellement. Puis ça, c'est vrai dans à peu près toutes les universités du monde. Il faut offrir des ressources matérielles, techniques et logistiques aux chercheurs. Donc, il faut un soutien, il faut les soutenir dans ces activités-là. Puis le problème, c'est que beaucoup d'entre eux, ils sont convaincus qu'ils n'ont pas besoin de ce soutien-là. Fait que ça pose un problème. Puis ça prend un financement dédié aux activités de transfert. Puis ce financement-là existe, mais les chercheurs ne sont pas toujours au courant que, par exemple, tu peux mettre ça dans ton budget de recherche quand tu fais ta demande de subvention, ces activités-là. 6e défi, puis je vais m'arrêter là-dessus après, lié à l'expertise disponible. On parlait de la quantité d'informations sur Internet aujourd'hui. Chercher de l'information sur Internet aujourd'hui, j'adore cette image-là, elle me vient d'un collègue du CETREC. Chercher de l'information sur Internet, c'est comme boire une bonne fontaine. Il y a tellement d'informations, vous avez juste à temps. Il y a tellement d'informations que finalement, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Je recule un petit peu. Parce que l'expertise nécessaire, en 4 points essentiels, c'est la capacité de repérer l'information pertinente dans la bonne fontaine, d'être capable de faire une évaluation critique de l'information. Et pour ça, ça prend une formation de base en recherche. Ou il faut travailler avec des gens qui l'ont. Puis la capacité de synthèse de communication pour transformer l'information dans un format approprié. Sur la qualité de l'information, on a travaillé là-dessus parce que je vous ai parlé tantôt du référentiel de compétences pour le transfert de connaissances en éducation. Ça va être ma dernière phrase. On formait des directions d'établissement, des conseillers pédagogiques et des enseignants dans des écoles pour qu'ils utilisent un peu plus la recherche. Puis on leur fournissait un conseiller pour la recherche documentaire et tout ça. Puis quand les résultats arrivaient, ils nous disaient, oui, mais comment je peux juger la qualité de l'information? Moi, j'ai un brevet d'enseignement, j'ai pas de formation en recherche. Puis là, on a dit, on va essayer d'établir des critères un petit peu, puis de vous guider un petit peu là-dedans. Mais évidemment, dans un doctorat en psychologie, actuellement, il y a 21 crédits de recherche. 21 crédits, c'est 7 cours de 45 heures. OK? C'est vraiment extensif. Puis à la fin, ils n'ont pas nécessairement toutes les réponses parce que, par exemple, en psychologie, ils n'étudient pas les analyses qualitatives. Fait qu'ils connaissent bien les méthodes quanti, mais ils ne connaissent pas les méthodes quali. Fait que, bref, on a essayé. Puis là, les principaux critères qu'on a identifiés, puis ça fonctionne un petit peu. En tout cas, ça aide. C'est d'abord d'être capable de juger de la pertinence de l'information pour répondre aux questions qu'on se pose. Ensuite, de vérifier la crédibilité de l'auteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà publié dans ce domaine-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie d'une organisation reconnue? Est-ce que c'est quelqu'un qui est reconnu comme un spécialiste dans ce domaine-là? Ensuite, la fiabilité de la source. Est-ce qu'on a trouvé ça sur une source anonyme sur Internet, ou on a trouvé ça dans une revue scientifique, ou on a trouvé ça sur le site du ministère de l'Éducation, par exemple? La méthodologie appropriée, ça c'était le gros morceau difficile. Est-ce que la méthodologie était appropriée pour répondre à cette question de recherche-là? Ça a été vraiment compliqué. Ensuite, les niveaux de validité et les types de publications, dépendamment. Puis là, les niveaux de validité, c'est sûr que les méta-analyses, c'est ce qui est le top de top, puis après ça, les revues systématiques, puis après ça, bon, ça descend comme ça. Mais ça ne veut pas dire, dépendamment de la question qu'on se pose, qu'une seule étude qualitative menée dans un milieu similaire au nôtre, puis qui porte sur les mêmes questions qu'on se posait, ne sera pas valide. Ça ne veut pas dire ça. L'objectivité de l'information, puis la corroboration de l'information. Donc, est-ce que cette donnée-là n'est pas contredite par d'autres études? On parle des vaccins. Il y a une étude qui disait qu'il y avait un lien, puis l'étude a été invalidée, ça a fait boule de neige, et puis il y a des gens qui ne feront jamais vacciner leur enfant contre la rougeole. Je m'arrête ici. Est-ce qu'on a le temps pour au moins 2 autres questions? Oui, tout à fait, on va prendre